We think differently. Je vous dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et nous allons commencer notre séance sur la question de leadership et l'interculturalité qui s'impose à la question de leadership dans le monde. Merci pour les messages que vous m'envoyez. C'est excellent, merci. Et donc, vous m'entendez bien, j'imagine. Et je suis en mesure de voir vos messages. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour, docteur. Je ne reçois pas d'image. Vous recevez maintenant, j'imagine. Voilà, donc tout va bien. Nous sommes à l'heure actuelle, donc 138 personnes et que si jamais vous avez des questions, effectivement, vous pouvez, sur la colonne droite de votre écran, sur le chat en bas, vous pouvez donc demander la permission de parole. Donc, je vais effectivement vous laisser parler. Et donc, je pense que vous m'entendez bien, l'image est correcte et vous pouvez voir donc mon image. Et à l'heure actuelle, j'essaie de faire un partage de mon PowerPoint. Et là, c'est donc comme vous pouvez regarder, il existe là maintenant un PowerPoint de combien de pages? De à peu près 30-40 pages. J'ai déjà laissé ce PowerPoint sur votre système, donc sur votre compte, vous pouvez voir ça. Et je vois qu'il y a encore des messages. Ah, bonjour tout le monde, d'accord, bonjour. Et nous vous recevons, d'accord, excellent, excellent. Et je n'ai pas accès à la discussion, c'est désactivé. Ah non, vous pouvez demander la parole, je pourrais vous laisser parler si vous souhaitez. Si quelqu'un souhaite parler, donc vous me demandez, vous pouvez parler. Voilà. Bonjour Alain, très bien. Alors donc, je n'ai pas accès à la discussion désactivée. Non, la discussion n'est pas activée. Voyez un seul live. Vous pouvez laisser votre message. Je pense pouvoir vous donner, attendez voir, ce n'est pas activé. Answer, OK. Je pense que ça doit être correct. Cependant, je vous envoie la liste des participants, attendant list, et vous pouvez remplir vous-même. Et ça vient sur votre compte aussi. Vous pouvez aussi donc le faire sur votre compte également. Voilà. Maintenant, on pourrait peut-être commencer. Je vois qu'il y a encore des messages. Donc, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Il dit « Bonjour professeur, votre cours n'est pas inscrit à e-Academy. Est-ce que vous êtes sûr? Puisque moi-même, j'ai accès à mon cours à partir de e-Academy. Vérifiez encore, vous pouvez donc regarder, vous pouvez voir mon cours. Donc, ils peuvent laisser, d'accord. Et voilà, j'ai beaucoup de messages ici. Alors, est-ce que c'est désactivé? Je ne sais pas du tout si c'est désactivé le cours. Sinon, on n'a pas accès à la discussion. Aidez-nous, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je ne peux pas. Je vous suis depuis. Je ne sais pas ce que c'est. Biyuki et vous. Je sais pas ce que c'est. La discussion n'est pas active pour moi. Bonjour, elle est désactivée pour tous. Bonjour professeur, sinon, nous sommes très nombreux et si on doit prendre la parole, je pense que ça va nous faire perdre du temps. Évidemment, évidemment. On ne peut pas laisser... je vais juste envoyer un message. Alors, voilà. Je vais envoyer un petit message pour voir ce que c'est, parce que je ne sais pas. C'est évident qu'on ne peut pas véritablement entrer dans beaucoup de discussions, étant donné que vous êtes bien nombreux aujourd'hui.
Et vous levez la main et je peux vous laisser parler, effectivement, si vous souhaitez participer et si vous souhaitez parler. Alors, j'ai envoyé un message à la direction pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vous signale on est assez nombreux, donc laissez la réponse aux questions à la veille et des pauses. Oui, je vais vous laisser toutes les questions à la pause. Bon, il y a beaucoup de messages. Ici, je ne peux pas m'occuper des messages, sinon je ne peux pas commencer le cours. Donc, le cours est en train d'enregistrer. J'aimerais commencer et j'aimerais que tout le monde puisse euh, se concentrer sur le cours plutôt que sur les affaires techniques, puisque en réalité, le sujet est assez intéressant, assez important. Ce temps-ci, la question du leadership est devenue très important. J'ai reçu un message, je vais donc voir qu'est-ce qui se passe et je vous reviens. Attendez juste un instant. Bon, on va reprendre le cours. Malheureusement, je ne peux pas maintenant avoir accès à des messages parce que si je me concentre sur le cours, je ne pourrai pas revenir sur le message. Bon, maintenant, je vais encore partager le PowerPoint. Comme vous pouvez voir, ce cours va être réparti en 4 séances. 4 samedis, on se voit. Et à chaque fois, donc, on va pouvoir discuter sur un thème, le plus important, qui concerne la question de leadership à l'échelle du monde. Je vous envoie aussi, je vous ai mis à votre disposition 2 documents et un PowerPoint. 2 documents qui sont le premier par rapport à l'introduction de ce cours et le deuxième par rapport à des événements historiques qui ont créé, à mon avis, une nouvelle forme de leadership dans le monde. Alors, la thèse principale, c'est que une nouvelle forme de leadership est entrée dans le monde, qui est un petit peu différent de ce que vous pouvez voir pour l'époque du XXe siècle. Pour l'époque du XXe siècle. Donc, l'époque du XXe siècle consistait à une série de leaders qui ont marqué d'ailleurs notre vie à nous et qui sont encore importants quand on réfléchit à la question de leadership, qui sont encore importants. Je donne un peu de lumière. Donc, nous commençons à étudier effectivement, peut-être rapidement, la question de leadership, l'organisation de leadership dans la théorie de Lénine, qui est très important, en Russie. Et on va voir comment Staline a continué l'héritage de Lénine. Et par la suite, c'est Mao qui est sur la scène internationale de leadership politique et Castro, Fidel Castro. Une autre forme de leadership, puisque c'est leadership interculturel, donc on étudie leadership dans tous les pays du monde, que ce soit à l'ouest, que ce soit à l'est. Et on voit comment c'est différent quand même, et c'est en dehors de la question de l'idéologie. On ne sait pas quelle idéologie ils suivent, ce n'est pas notre problème pour l'instant. La question n'est pas que Lénine était communiste ou Hitler était un pur raciste. La question, c'est le mode de leadership, la structure de leur présence
la structure organisationnelle de leur présence sur la scène politique. Deux phénomènes se rejoindre, la question de l'organisation d'une part et la question de mode de leadership. Ça va toujours ensemble. Toute sorte de leadership va avec une forme d'organisation. Parce que l'ordonnance va à travers des échelles dans la pyramide de pouvoir. La pyramide de pouvoir, ça se forme dans le cadre d'une organisation, que ça soit un parti politique, que ça soit une entreprise, que ça soit une parti politique, que ça soit une entreprise. Aujourd'hui, évidemment, nous parlons de leadership du point de vue de la politique. C'est la politique de leadership ou leadership politique qui nous intéresse aujourd'hui. Sinon, dans d'autres sciences, je parlerai encore de leadership au niveau des entreprises. Ça aussi, c'est un problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que toute forme de leadership à l'échelle d'un pays précis, que ce soit la Russie, que ce soit l'Allemagne, influence la société où le leadership est influencé de la société, à partir de la société. C'est la société qui crée la forme de leadership. C'est que quand il existe un leadership politique, il influence en parallèle toutes sortes de leadership groupal, organisationnel ou parti politique. C'est-à-dire, même dans une entreprise, on voit le même type de leadership. S'il existe un leadership pyramidal, autoritaire, à l'échelle de la politique, on peut constater le même type de leadership au niveau des entreprises. C'est à peu près dans le même sens. Il n'y a pas une scission entre le leadership politique et le leadership au niveau des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler, pour cette séance-là, ce samedi 26 novembre, de leadership politique. Mais très probablement, dans d'autres séances, nous parlerons aussi de leadership sous forme de différentes formes d'entreprise également. Et nous allons parler également de leadership féminin, leadership masculin. Ça aussi, c'est important, c'est devenu extrêmement à la mode ce temps-ci. Qu'il existe aussi un type de leadership masculin et un type de leadership féminin. Pour revenir sur cette page, nous allons effectivement étudier pour cette séance le leadership du XXe siècle. Et on va tenter de comparer ce leadership avec le leadership du XXIe siècle. C'est tout le contenu de ce cours. C'est que dans un premier temps, nous allons voir, mis à part l'idéologie de chacun et chacune, dans un premier temps, nous allons étudier et nous allons comprendre la nature de leadership du XXe siècle à travers une étude rapide, puisqu'on n'aura pas suffisamment de temps d'aller pour chaque personne, chaque leader, à travers une étude des leaders les plus importants, les plus marquants de notre siècle. Comme je vous ai dit, la question de l'organisation et la question de leadership et pouvoir, c'est comme si c'est entamé par Lénine. Et par la suite, c'est Staline qui continue le même type de leadership, pyramidal évidemment, et extrêmement vertical. Et ça va continuer jusqu'à Mao et Castro. Et je voudrais démontrer que ceci n'est pas parce qu'ils étaient communistes, parce qu'on voit le même type d'organisation et le même type de leadership chez les racistes et chez les fascistes. Le même type. C'est-à-dire du côté de Adolf Hitler et Mussolini, le même système et le même type.
a été vu et donc constaté. Bon, toutes sortes de recherches, comme vous pouvez comprendre, commencent par une question, n'est-ce pas? Notre question à nous, ici pour entamer cette science, c'est celle-ci. Pourquoi les dirigeants politiques ou dirigeants ou leaders politiques d'aujourd'hui ne ressemblent pas à ceux du XXe siècle, d'aujourd'hui, c'est-à-dire XXIe. Pourquoi l'histoire ne produit plus des hommes comme Staline ou Mao? Qu'est-ce qui a changé dans le paradigme de leadership? Pour un petit peu expliquer ce que c'est le paradigme, c'est la même chose que les Anglais appellent paradigm. C'est-à-dire que le modèle par excellence qui inspire tout le monde sur le plan culturel, comportemental, idéologique, sur le plan de regard sur les autres, c'est le paradigme. Paradigme, c'est le modèle. Le terme, évidemment, c'est un terme scientifique pur, hein, physique et mathématique. Et que ça a été, évidemment, développé dans le sens de sciences sociales. Aujourd'hui, le modèle pourrait être traduit par le terme paradigme. Qu'est-ce qui a été changé? Et pourquoi, évidemment, on ne voit plus dans le système de, comment dirais-je, politique d'aujourd'hui, les hommes ou les femmes que nous avons vus à l'époque de 20e. Pourquoi il n'y a plus de Staline, par exemple? Pourquoi il n'y a plus de Churchill? Pourquoi il n'y a plus de De Gaulle? Churchill, De Gaulle. Pourquoi il n'y a plus de Staline ou Mao? Ça, c'est une question. Évidemment que j'ai publié un livre qui s'appelle Leadership politique du XXIe siècle, récemment, donc il y a à peu près 5-6 mois. Le livre commence avec cette question. On peut comparer aussi, hein. On peut comparer les leaders d'aujourd'hui avec les leaders de l'époque précédente. Je constate qu'il y a un certain nombre de personnes qui posent des questions, voudraient poser des questions, et je vous signale que, évidemment, c'est bien, vous restez sur la queue, et ça va commencer, donc après, si vous voulez, questions-réponses, ça va commencer après le cours, c'est-à-dire que avant la pause, je vais vous donner donc le temps pour qu'on puisse évidemment discuter. Et maintenant, évidemment, je ne peux pas donc vous laisser la parole. Et dès que je termine la première partie, avant la pause, on pourrait discuter. On pourrait comparer, hein, on compare par exemple M. Macron en France ou François Hollande en France avec Charles de Gaulle. Même, je dirais, avec François Mitterrand. Incomparable, n'est-ce pas, au niveau de la personnalité, la présence, le type de la personne qui s'impose, le charme et le charisme et l'influence. Je suis en train d'utiliser les mots qui sont importants au niveau de notre définition de leadership. N'oubliez surtout pas que tous les mots que j'emploie, ce sont des mots qu'on utilise pour définir ce que c'est un leader. Commençons par exemple en Angleterre, Tony Blair ou Boris Johnson. Tony Blair ou Boris Johnson avec Churchill, n'est-ce pas? Avec Churchill. Les gens de grandes décisions.
Ou même, je dirais, je serais comparé Vladimir Poutine d'aujourd'hui avec Staline. Oh, Poutine il paraît très puissant, très fort, mais ce n'est pas comparable avec Staline non plus. N'est-ce pas que Staline, après un certain temps, a pu quand même conquérir une partie de l'Europe et Poutine a du mal à même conquérir un pays, un petit pays, un petit pays ou un grand pays, de toute façon. Il a du mal. Ou vous pouvez comparer Jinping avec Mao. Jinping a fait beaucoup de réformes. Il a continué la réforme Deng Xiaoping. Mais cependant, ce n'est pas comme Mao qui a créé révolution culturelle et un pas en avant, vous savez, deux grands mouvements de la révolution, de la Chine. Je vais revenir là-dessus, mais je vais dire que les hommes d'aujourd'hui sont des grands hommes parfois, mais ils ne sont pas encore comparables avec ce que nous avons constaté auparavant à l'époque du XXe siècle. Évidemment que vous allez dire « Ah, ce n'est pas la même époque ». Ce n'est pas la même époque. Évidemment, ce n'est pas la même époque. On était dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. N'oubliez pas que Churchill est venu sur la scène lors de la Première Guerre mondiale. Et ce n'est qu'après, c'est-à-dire à l'époque de Deuxième Guerre mondiale, qui est devenu Premier ministre. Cependant, si l'époque explique la formation de leaders, la présence de leaders, on pourrait constater que alors l'époque a changé. Et c'est la raison pour laquelle le type de leadership a changé aussi. Qu'est-ce qui a changé dans l'époque? Qu'est-ce qui a changé dans l'époque de sorte que le type de leadership aussi a changé? C'est ça l'objet de notre science. L'objet de notre science et l'objectif que nous allons voir à la fin, c'est de comprendre bien qu'est-ce qui a fait que les leaders d'hier ne se reproduisent plus aujourd'hui. On ne voit pas les mêmes leaders. Qu'est-ce qui a fait changer? Donc, on dit que c'est certainement l'époque qui a changé. Et la deuxième question, c'est que qu'est-ce qui, dans l'époque, a changé? En quoi cette époque a changé? Quels sont les paramètres de ces changements? Voilà, donc c'est la question première et la question deuxième. Deux questions et deux hypothèses. Ceci pour commencer. Ça, c'est l'introduction de notre science. Maintenant, avant de démarrer, évidemment, la discussion, on va tout simplement revenir sur la question de leadership, n'est-ce pas? Pour voir qu'est-ce qu'un leader. Qu'est-ce qu'un leader? Regardons les 5 caractéristiques. Évidemment, c'est classique. Ce que j'ai écrit ici, c'est classique. Il y a plusieurs caractéristiques au niveau du leadership. Il n'y a pas qu'un seul. Et que quand on parle de leadership de façon très générale, que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine de la soi-disant d'entreprise, c'est à peu près la même chose. À peu près la même chose. Ça ne change pas beaucoup. Comme je vous ai expliqué, le type de leadership que nous constatons dans un pays sur le plan politique influence le type de leadership dans tous les domaines de la société, que ce soit dans la famille, que ce soit
dans la société marchande, que ce soit au niveau de la politique, au niveau des entreprises. Donc, tout ça, c'est inspiré de la même chose. C'est le même système qui se produit. Voilà. Bon. Maintenant, la confiance, la créativité, la vision, la détermination et la communication, ce sont des différents aspects de leader. Mais leader, de façon générale, un leader doit avoir aussi différentes caractéristiques en dehors de ça, c'est-à-dire quelqu'un qui crée la confiance, qui est en mesure de créer d'avoir la créativité, un leader qui a la vision, un leader qui a la détermination, un leader qui est en mesure de faire la communication. C'est un leader qui a un certain nombre de caractéristiques personnelles. Alors, j'ai mis donc 3 caractéristiques assez importantes. Aussi, ça, c'est juste pour... C'est pas vraiment l'objectif de ce cours, de cette partie, n'est pas vraiment discuter beaucoup sur le leadership, parce que ça, c'est encore autre chose. Qu'est-ce qui est un leader? L'objectif de ce cours, c'est leadership à notre époque. Mais bon, on a besoin de comprendre aussi qu'est-ce que le leadership? Qu'est-ce que le leader? Et nous avons compris qu'un leader doit avoir une confiance en soi, une capacité de créer, doit avoir une vision, doit avoir une détermination, doit être en mesure de créer la communication et doit être une femme ou un homme de communication. Mais encore, un leader doit avoir autre chose aussi. Le premier, j'ai dit aura. Tout le monde sait ce que c'est. Le deuxième, j'ai dit charisme. Le troisième, je discute à travers un concept de Jung, Carl Jung, qui s'appelle archetype. Aura, je vais expliquer ce que c'est. Charisme, tout le monde sait, mais je reviendrai là-dessus. Mais archetype, c'est quand même nouveau de faire entrer ce concept dans le domaine de leadership. Or, je pense que ce que Carl Jung appelle archetype, c'est-à-dire un modèle, encore un modèle, ce n'est pas paradigme. Archetype, ce sont des modèles qui existent avec nous. Il n'a rien à voir avec la science. C'est un modèle qui existe en nous. Parmi ce modèle, il y en a un que Jung appelle le sage, le vieil homme, qui représente la sagesse, la pureté, le passé, l'histoire, qui représente la confiance. Ceci, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la question de créativité, communication, c'est dans la personne. En dehors de tout ce que la personne essaye de montrer. Dans l'analyse psychologique de leadership, Michel Foucault a constaté ce phénomène par erreur ou pas. Ce n'est pas mon problème, est-ce que c'était une erreur ou pas, chez Ayatollah Khomeini, lorsqu'il a quitté la France pour venir à Téhéran et rencontrer Khomeini. Pourquoi Michel Foucault est allé voir Khomeini lors de la révolution en Iran? Parce qu'il a constaté que c'est lui le sage, que Carl Jung, il y a à peu près 60 années avant, 40 années avant, a parlé comme un archetype, c'est-à-dire un modèle par excellence d'une personne qui crée la confiance chez les autres et qui représente le sage.
Le sage vient sur la scène, encore une fois, je ne veux pas du tout entrer dans la discussion si Khomeini était une bonne personne ou pas. Ce n'est pas une question de politique ici. C'est une question d'analyse de la personnalité de leader. Je peux faire la même analyse avec Hitler ou avec Staline. Mais Khomeini n'était ni Staline ni Hitler. Ils étaient jeunes. Mais Khomeini était vieux. Un vieil homme qui vient sur la scène, qui agit différent, très différent, par rapport aux autres hommes politiques, que le XXe avait déjà constaté. Le XXe avait vu un Staline qui reste au pouvoir 30 ans, qui avait beaucoup de prétentions, et qui a passé la Civil War, guerre civile, et aussi la Deuxième Guerre mondiale aussi. Mais Khomeini vient et donne l'image d'une pureté spectaculaire, que le monde entier était étonné. Donc, c'est la raison pour laquelle Michel Foucault quitte Paris pour aller rencontrer Khomeini à Téhéran pour voir qui est cet homme. Est-ce que cet homme correspond à ces idées postmodernes qui dit que le sujet est terminé, nous entrons dans une époque de nos sujets, hors sujet. Ça, c'est la postmodernité de Michel Foucault. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, je vais commencer maintenant par analyser aura, par la suite un peu charisme, et après, je vais analyser aussi un peu archetype. Et par la suite, je vais entrer dans la discussion concernant le leadership du XXe siècle. Aura. Donc, je pense que là, vu le fait que vous êtes exécutive et vous avez certainement une certaine expérience, certaines connaissances par rapport à la personne, à l'individu, vous savez ce que c'est aura. Aura, c'est une image que le visage, que la personne, le corps, les yeux diffusent et tout le monde regarde. On ne sait pas ce que c'est, mais on peut dire que tout le monde a un aura. Un aura qui attire, un aura qui rejette. Attention. Mais aura comme si ça fait partie de la personne. On dirait que, par exemple, les personnages les plus importants du monde, que ce soit les prophètes, que ce soit des grands leaders politiques, avaient un aura qui attirait. N'est-ce pas? Connecté à la question de charisme. Mais encore, charisme, c'est encore autre chose que aura. Aura vient avant le charisme. Tout le monde a un aura, mais tout le monde n'a pas du charisme. Maintenant, posons la question par rapport au charisme. Pratiquement tous les hommes et toutes les femmes politiques ont du charisme. Ici, j'ai mis une citation de Max Weber par rapport au charisme, parce que je suis les trois, types d'autorité que Max Weber a discuté. Donc, le charisme religieux, le charisme traditionnel et le charisme basé sur raison et loi. Raison et loi. Donc, il y a trois types de... excusez-moi. Il y a trois types de charisme que... autorité aussi, hein, que Max Weber en parle. Évidemment, ça, c'est différent de type de charisme que
nous parlons ici. On peut dire que nous avons aussi le charisme chez les dictateurs aussi. Donc, tout le monde connaît enfin, ces personnes. Le charisme est une définition, c'est une qualité de la personne qui permet de gagner, non seulement de gagner, mais de maintenir l'intérêt et l'amour des personnes ordinaires. C'est ça le charisme. Ce n'est pas aura. Hein. Le charisme, c'est une qualité qui existe chez des personnes, mais peut-être que beaucoup de gens ont du charisme, mais beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de maintenir l'intérêt ou l'amour des gens. Ce n'est pas la même chose. Il y en a qui ont du charisme qui ne l'utilisent pas. Il y en a qui ont du charisme qui l'utilisent. N'est-ce pas? Donc, c'est, en général, le charisme, c'est quelque chose qui est, en effet, chez des personnes, et ça dépend encore comment tu vas l'utiliser. Il y en a qui ne peuvent pas l'utiliser. On regarde 4 types de charisme. L'optimisme, le visionnaire, l'optimiste visionnaire, authentique, empathique. Empathique, c'est communicationnel. Une personne de connexion. Donc, optimiste, c'est quelqu'un qui donne l'avenir. Visionnaire, quelqu'un qui crée l'inspiration pour un avenir qui est évidemment réaliste. Authentique, c'est quelqu'un qui est différent et qui assume à la fois. Une citation très intéressante que j'ai vue, aussi en rapport avec l'analyse de Carl Jung, par rapport à l'enfant intérieur et adulte et l'enfant à l'intérieur. Enfin, Carl Jung parle du fait que nous avons tous une petite tendance ou un enfant, il formule comme ça, nous avons tous un enfant à l'intérieur de nous-mêmes. Ça dépend comment il est, il s'impose ou il ne s'impose pas. Qu'est-ce qui est la caractéristique de l'enfance ou de l'enfant? C'est la peur. Parmi d'autres caractéristiques, il y a d'autres caractéristiques. L'innocence aussi, c'est une autre caractéristique de l'enfant. La chose la plus importante chez l'enfant, c'est qu'il est sans abri. Il est innocent. Mais le plus important de tout, c'est qu'il a peur. Et je définirais aussi l'être humain comme celui qui est dans le voisinage de la peur. Comme disait Hegel dans sa définition de l'être humain, et comme disait aussi Heidegger. Si vous constatez Heidegger, Martin Heidegger, le philosophe du XXe, qui parlait que l'homme est défini par la finitude, non pas l'infinitude, la finitude. La finitude, c'est-à-dire la fin. Et la fin, c'est-à-dire la mort. Donc l'homme pense à la mort. La mort n'est pas la mort physique, c'est la mort, c'est-à-dire l'échec, la faillite, les erreurs, la domination, l'imposition des autres. Tout ça, c'est la fin. La fin de quoi? La fin de toi-même. Quand tu n'existes pas, tu ne t'imposes pas et que les autres s'imposent sur toi. Attention, tout ça, c'est la peur. La peur crée chez l'homme, chez l'être humain, quand je dis l'homme, j'entends l'être humain, c'est ça qui définit l'être humain, la peur. Et ça dit quoi, cette phrase, ce paragraphe? Ça dit que tu dois affronter la peur et dépasser la peur. Tout est
dans l'individu, tout est basé sur la peur. Moi, je dirais même à l'extrême, ce qui définit l'être humain, c'est la peur. Et le courage de l'être humain pour affronter la peur, c'est ça qui définit l'être humain. Le courage de l'être humain pour affronter la peur. Si tu affrontes la peur, donc ta personnalité sort. Le courage dans la lutte contre la peur définirait la personnalité. Définirait la personnalité. C'est ça qui est important. Donc, ça dit quoi, ce paragraphe? Il dit, libérez-vous de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui est enfant intérieur? C'est celui qui est innocent, qui est petit, qui est au petit coin, qui n'a pas encore le courage nécessaire pour se présenter, pour s'imposer, pour parler, pour s'exprimer. N'est-ce pas? C'est le petit enfant à côté. Deviens adulte libre. Voilà le premier pas pour devenir un leader. Le premier pas pour devenir un leader, c'est de pouvoir affronter la peur et de permettre à soi-même de sortir toute l'énergie accumulée que les autres, l'environnement et la circonstance à la fois historique et sociale ne nous permettent pas. Toute la circonstance et le contexte social et culturel ne nous permettaient pas de nous libérer. Mais c'est maintenant, ça revient à nous, de se libérer et aller au-delà du contexte et au-delà de l'histoire. C'est ça qui crée l'individu. Autrement dit, nous ne sommes pas dans le holisme, nous sommes dans l'individualisme. Holisme dit, avec H, dit que tout est défini par le contexte, la collectivité et l'histoire, la, comment dirais-je, structure. L'individualiste dit que l'individu, bien qu'il soit en rapport à ce contexte historique, il aurait la force de dépasser le contexte et se recréer et devenir un vrai individu libre. Voilà le point le plus important. Donc, il dit quoi? Cette citation, ça dit « Libérez-vous de votre enfant intérieur et devenez enfin un adulte libre. » Tout ça, c'est une introduction pour comprendre le leadership. Évidemment que c'est encore, on peut approfondir encore davantage sur ce que c'est véritablement le leadership. Encore une fois, un leadership, la question du leadership est profondément en relation avec la question de la psychologie, à la fois psychologie d'analyse de la personne et à la fois de la psychologie sociale. Bon, maintenant, je vais fermer ce petit chapitre. Encore, s'il y a des questions, n'oublions pas que lors de la pause, avant la pause, pardon, une fois que je ferme ce chapitre-là, ce petit chapitre à l'intérieur de mon PowerPoint, je reviendrai sur ces questions-là. Je vous ai dit que je vais donc discuter de 3 éléments, aura, charisme, archetype. Et j'ai parlé de aura, un peu de charisme, et maintenant, j'aimerais parler de archetype. Pourquoi archetype est important? Parce que je constate que il existe un certain nombre d'éléments dans notre époque, d'aujourd'hui, qui dépasseraient l'idée de archetype de Jung en rapport avec la question de leadership.
je vous proposerai d'étudier un petit peu sur archetype pour ceux qui sont intéressés par la question de leadership, n'est-ce pas? Et à la fin de ce séminaire, peut-être la semaine prochaine, quand je parlerai du rapport entre leadership et l'organisation, et quand je parlerai de la pyramide comme un élément intermédiaire entre leadership et l'organisation, vous allez voir à quel point la question de archetype est importante. Pour donner une petite introduction de ce que c'est le archetype, je dirais que Carl Jung, dans ses analyses d'archetype, excusez-moi, décrit un certain nombre de caractéristiques. Je pense qu'il y en a une 12. Oui, 12. Donc, divisé en 4 parties. La stabilité, découverte, achèvement et dépendance. D'accord? Vous voyez qu'à chaque fois, c'est en anglais, hein, je suis sûr que tout le monde va comprendre, et que chaque archetype représente une personnalité. Je dirais que nous, on a tous un peu de ceci, un peu de cela. D'accord? On sait ça. Un peu de créativité, un peu de sens de justice, sens d'amour, sens de devenir comment dirais-je, un aventurier, etc., etc., etc. L'un des éléments qui est important, pour revenir à ma discussion sur la question de Michel Foucault, c'est le sage. Vous voyez le sage ici, d'accord? Le sage ici. Vous voyez ma flèche, hein? Ma flèche montre le sage ici. Le sage, vous pouvez constater aussi dans cette affaire-là. Je pense que ça doit être ici, le sage. Voyez-vous? Le sage est là. Je vais donc appeler ici. Qu'est-ce qui est le sage? Le sage, c'est le symbole de compréhension. Quelqu'un de modéré et donc en balance entre différents, je dirais, tendances. Or, les leaderships ou les leaders que nous avons constatés au XXe siècle, ils étaient comme Hitler, comme Staline, comme n'importe, tous les autres que nous avons vus, ils ont un sens d'extrémisme. Entrent dans la guerre, créent la terreur chez eux, etc., etc., éliminer l'opposition de leur pays, etc., etc. Staline a fait ça, Hitler a fait ça. Encore une fois, notre étude n'a rien à voir avec l'idéologie. Hein. Est-ce que le communisme c'est meilleur que le fascisme? Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de l'étude de la formation de leadership, en dehors des idées, en dehors des croyances, en dehors des tendances. C'est la raison pour laquelle, quand j'analyse le sage n'est pas forcément quelqu'un qui est appartient à une idéologie. Carl Jung parle de archetype comme quelque chose que nous avons avec nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre ce que c'est. L'un des archetypes que nous avons, Carl Jung en parle, c'est le masque. Il parle de masque que nous portons tous, sans avoir comment, sans connaître pourquoi. C'est-à-dire que archetype intervient ou il existe dans notre vie avant la connaissance, avant la conscience. Ça vient de notre histoire collective. Ça vient de notre histoire de passé. C'est un héritage inconscient. Ce archetype, c'est donc créé par l'histoire, par quelque chose que nous ne savons pas.
comment. Mais nous savons une chose, c'est que dès que nous sortons de notre maison, nous avons un masque, nous utilisons un masque. C'est-à-dire, nous ne sommes pas la même personne que nous sommes à la maison. Intéressant. Qui vous a donné la masque? On ne sait pas, mais on sait que notre attitude vis-à-vis des autres, quand on est à l'intérieur de chez nous, à la maison, et à l'extérieur, est différent. Et personne ne vous a dit, les gens nous ont montré comment être à l'extérieur, c'est-à-dire l'attitude. Mais le fait de différencier intérieur et extérieur, ça vient avec l'être humain, ça vient avec notre présence dans le monde. Notre présence dans le monde fait que nous sommes automatiquement différents. Ça, c'est un archétype. Le sage aussi, c'est un archétype. Donc, ici, évidemment, que nous avons le leader comme un ruler. Ruler ici, vous voyez le ruler, et vous pouvez effectivement regarder ça comme donc un archétype qui existe. C'est-à-dire que tout le monde, dans n'importe quelle situation, tout le monde a un aspect de leadership. Maintenant, ça dépend comment tu peux affronter ta peur pour devenir un leader, un vrai leader. Ça dépend de ton niveau de courage que tu pourrais avoir pour devenir véritablement un leader. Voilà. Donc, je vais juste m'arrêter pour voir si éventuellement il y a des questions. S'il y a des questions, j'essaierai de répondre. Et donc, par la suite, je vais donner une petite pause. Et si jamais il n'y a pas de questions, donc je vais essayer de continuer. Parce que là, après avoir décrit le leader et la personnalité du leader, nous allons donc reprendre notre discussion par rapport à l'époque et le changement de paradigme et la présence de nouvelles formes de leadership dans le monde, à la suite de la comparaison que j'ai faite avec les leaders d'aujourd'hui et les leaders du passé. Maintenant, je vais peut-être regarder les messages pour voir s'il y a des meilleures solutions. C'est de continuer au cours d'abandonner, d'accord, et je vais regarder tout. Donc, il y a 66 interventions. Alors, pour se libérer de l'enfance qui est en nous, M. Diao, Omar Diao, qui pose la question, attendez voir. Oui, alors maintenant, je ne sais pas si, attendez, comment ça va marcher pour l'Afrique. Quelle est le véritable marge? Il y a M. Nadia. Les questions, ça vient, mais vous pouvez laisser vos messages, évidemment. Et si vous souhaitez, je ne sais pas s'il y a un moyen que vous puissiez parler à haute voix. Et je ne sais pas, mais de toute façon, j'essaye de commencer par... J'ai perdu le monsieur qui était en train de... qui a posé une question. Je ne veux pas le perdre. Attendez voir, je ne le trouve plus. En tout cas, je vais commencer par le pas et vous pouvez aider-nous, d'accord? Je pense que... d'accord. Bon, maintenant, bonjour, je serai... Pourquoi vous avez fait focaliser sur le leadership occidental? Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, d'accord, je vais commencer par la question de la discussion volontaire désactivée d'administration. Je commence par cette question. Il y a monsieur ou madame Serigne, A.W. Serigne. J'aimerais savoir pourquoi êtes-vous focalisé sur le leadership occidental et asiatique
à la différence de celui américain et africain. Euh, dans le leadership africain, parce que nous parlons de leadership politique, j'ai dans ma liste Nelson Mandela. C'est celui que j'analyse tout à l'heure. Je n'ai pas pris d'autres. Je sais que chaque pays a des leaders, chaque pays, hein, parce que peut-être un certain nombre de personnes parmi vous qui me connaissent, je voyage pas mal en Afrique. J'ai voyagé après le pandémique, après le Covid-19, je n'ai pas voyagé, mais j'ai pas mal voyagé en Afrique et en Asie. Et je sais que chaque pays a évidemment ses propres, comment dirais-je, leaders, c'est sûr et certain. Des leaders qui sont les plus importants à l'échelle du monde, c'est ça qui est important, à l'échelle du monde, et qui, excusez-moi, dans notre analyse, comparable avec d'autres leaders, mis à part de leur appartenance géographique, les leaders qui s'imposent. Donc, tous les leaders à cette échelle-là, sont dans mon analyse. Donc, les leaders africains, maintenant, j'ai pris uniquement Nelson Mandela. Vous allez dire, non, je connais tel ou tel leader. Évidemment, ça, je serais très content. Écrivez le nom. Je vais voir si je pourrais faire entrer dans mon analyse, si ça correspond au type d'analyse que je propose. Il y a ça aussi. C'est très important. Vous allez voir quel type d'analyse je propose et vous allez voir si donc le leader que vous pensez, auquel vous pensez, correspondrait à un autre type d'analyse. Pour Américain, évidemment, j'ai mis, nous avons plus tard, un peu plus tard, nous allons parler de donc euh, comment dirais-je, d'abord des leaders de la Révolution américaine et après, c'est des leaders de républicains et démocrates, que j'en parlerai. Trump aussi serait l'objet de ma discussion lorsque je parle de leadership de type populiste que nous avons aujourd'hui, évidemment. Trump, c'est l'un de ces leaders. Alors, j'essaie de, en quelque sorte, comparer les leaders à partir de leur culture aussi, parce que c'est interculturel, et dire que, voilà, donc c'est ce leader chinois, leader russe, leader européen, etc., et africain, donc, et latino-américain. Et donc, tous ces leaderships, ils ont des points communs, ils ont aussi, donc, ils font partie aussi de leur propre histoire. Alors, le deuxième question ici, c'est pas les époques. Ah, voilà. Donc, Monsieur Roger ou Madame Roger, je ne sais pas, a posé la question il y a à peu près 30 minutes. Donc, c'est bien que vous écrivez vos remarques, comme ça je pourrais donc lire tout ça. Alors, ce monsieur ou cette dame dit que ce n'est pas les époques, professeur, mais les idéologies et les visions qui diffèrent. C'est les visions qui diffèrent. Ce n'est pas l'époque. C'est toute une thèse. Hein? Ça, c'est toute une thèse que moi, malheureusement, je n'accepte pas. Moi, je n'accepte pas. C'est votre idée, je respecte. Toute mon analyse, c'est que, comme vous allez voir après la pause, leadership, c'est l'enfant de la culture. C'est la culture et l'époque de la culture, ou la culture de l'époque. Je reformule comme ça, c'est beaucoup mieux. L'époque qui crée la culture, qui produit le type de leadership. Et c'est pourquoi j'ai parlé de archetype. Archetype, dans notre époque, le 21e siècle, a changé. Le paradigme de leadership a changé. C'est l'époque qui change. Qu'est-ce qui change dans l'époque? Je vais discuter aussitôt après
après la pause. Et j'aimerais beaucoup que M. Roger ou Mme Roger puisse revenir à ses propos et qu'on puisse continuer la discussion. Et pour me dire qu'est-ce qu'il pense par rapport à mon analyse. Est-ce que c'est acceptable pour lui ou pas? De toute façon, ça, c'est quelque chose qui est, la discussion, c'est ouverte. Vous pouvez avoir votre point de vue, et c'est très respecté. Et cependant, je pense que c'est véritablement l'époque qui crée les idéologies, et les idéologies hors l'époque n'existent pas. Ce sont des idéologies aussi qui peuvent influencer les époques, effectivement, et également. La feuille de présence, je vais vous envoyer, d'accord? D'accord, donc après le professeur aide-nous à avoir le PowerPoint. Et ben, c'est écrit, vous voulez avoir le PowerPoint. Encore une fois, j'ai laissé déjà le PowerPoint avec 2 documents dans votre système, votre plateforme. Si vous regardez sur votre compte, vous devez logiquement recevoir. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais logiquement, c'est là où vous allez avoir donc 2 articles et ainsi que le PowerPoint. Excusez-moi. Je pense que la différence vient du fait que les leaders actuels ne sont plus libres de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Grâce au système de protection entre les nations créées à travers les institutions. Oh, Bretton Woods, mon cher monsieur Ibrahima Diallo du Sénégal, Bretton Woods existait même avant Staline, avant Hitler, pas après. Cela dit, donc, que c'est pas vraiment... les leaders sont ceux qui brisent les contrats internationaux. La première chose que Hitler a fait 2 choses. D'abord, il a trahi Staline dans le contrat signé entre l'Allemagne de Nazi et le communisme de la Russie, qui était l'Union soviétique de l'époque, avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Avant que la Deuxième Guerre mondiale se déclenche, il y avait un contrat entre eux. Hitler l'a trahi, l'a brisé. Deuxième, c'est que Ligue des Nations, qui a été créée avant l'ONU, pour maintenir la paix, comme étant le fruit immédiat de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, Hitler l'a brisé aussi avec le Japon. C'est ainsi que la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Donc, des leaders que nous avons, comme Staline, Mussolini, même Castro, ils ont brisé les contrats internationaux et ils ont créé des nouvelles initiatives. Alors, donc, la question suivante, je ne sais pas si j'ai pu répondre. Pouvez-vous nous un exemple de leader africain qui a marqué son époque et un leader actuel? Pouvez-vous nous donner un exemple d'un leader africain qui a marqué son époque? Encore une fois, c'est pour l'instant celui qui a véritablement marqué l'époque de plusieurs points de vue. Hein. Plusieurs points de vue que je vais revenir, c'est Nelson Mandela, que je vais analyser davantage. Il y en a d'autres aussi, encore une fois. Si vous connaissez, vous me dites, et je vais essayer de faire entrer dans mon analyse. Oui, alors, donc, monsieur Mohand Rahmoun, je ne sais pas si c'est une dame ou c'est un monsieur, part de Aura et Aura, l'aura de Jésus.
bien sûr, bien sûr. Dans l'analyse de Jésus, dans l'analyse de Aura, d'abord on parle de Jésus. D'ailleurs, on parle de différents prophètes. Bon, en islam, l'image est interdite, donc c'est vrai, mais dans le christianisme, l'image existe. Donc, on a toujours une image avec un aura, l'aura de Jésus. Toute l'histoire du christianisme, de 1000 ans de Moyen-Âge et après, 4 siècles après, c'est la question de comprendre, respecter, suivre l'aura de Christ. C'est ça, la question de croyance. C'est que cette aura était donc attirant, attirer les gens. Alors, oui, donc, une autre question dit, l'aura, c'est le look de la personne. D'accord, si vous voulez définir comme ça. Alors, Babou Nado, une dame ou un monsieur, je ne sais pas. De toute façon, la question, c'est qu'est-ce qu'il a pour le leader qui a un aura flexible mais charismatique? Oui, ça pourrait être, un aura pourrait être, un aura, c'est quelque chose qui attire. Ça pourrait être aussi négatif. Ça pourrait être aussi négatif. Roger dit que l'enfant est à la fois vulnérable. C'est très, très exact. Très exact. Un enfant est à la fois vulnérable, innocent, qui a peur, qui n'a pas encore suffisamment de courage. Et le charisme dit que tu peux aller au-delà de ton enfance. Donc, c'est ça qui fait que la personne pourrait prendre la forme véritable de se présenter sur la scène sociale. Parce que le courage et la peur, c'est toujours par rapport aux autres. Qu'est-ce qui est l'identité de la personne? L'identité de la personne, c'est en rapport avec les autres. C'est dans cette interactivité que l'identité de la personne existe. Miroir nous crée l'identité. Miroir. Donc, c'est les autres qui font notre identité. Alors, c'est affronter la peur, c'est-à-dire affronter la présence imposante des autres sur nous. C'est-à-dire aller au-delà de l'état de notre enfance qui existe en nous. Est-ce que l'aura peut être reprochée de l'énergie qu'une personne dégage, évidemment. C'est cela, c'est l'énergie qu'une personne dégage. Et encore une fois, ce n'est pas que la personne décide de le faire, c'est quelque chose qui est inné à la personne. Et ça crée effectivement un aura, cette énergie qui est en nous. There's nothing to fear but fear itself. D'accord, c'est une belle citation de Winston Churchill qui dit qu'il n'y a rien, à... There is nothing to fear but fear itself. Donc, on ne doit pas avoir peur, sauf, je ne sais pas comment traduire ça de toute façon. Alors, l'archétype, c'est alors instinctif. Je ne sais pas si c'est instinctif ou pas. C'est une question que je me suis posée, monsieur ou madame Master. Donc, l'archétype est alors instinctif. Je ne sais pas si c'est instinctif ou pas, parce que l'archétype, ça pourrait être inné, parce que quand tu dis instinctive, de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne décide pas. Ça pourrait être instinctif, mais est-ce que c'est inné ou pas? C'est quelque chose à voir. Moi, de mon côté, je ne peux pas véritablement confirmer que si c'est inné ou pas, mais évidemment, ce n'est pas décidé, c'est peut-être instinctif, peut-être. Bonjour, est-ce qu'on peut dire
que l'archétype, c'est ce que... Oui, l'archétype, c'est ce qui nous caractérise. Oui, oui, oui. Si vous allez dans l'analyse de Carl Jung, vous arrivez à un point où on vous demande lequel parmi ces 12 archétypes est plus proche de vous. Et moi, je partirais de l'idée que nous avons tous un peu de l'un, un peu de l'autre. Mais il y en a un qui est plus fort que les autres chez une personne. Une personne est plus créative que innocent. Vous voyez, par exemple, ici, dans cette partie, attendez que je... Qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, vous avez créateur et innocent. Nous avons tous un côté innocent chez nous. Tous. C'est impossible qu'il n'y a pas. Même un voleur, un crime, une personne qui tue, etc., garde un côté innocent. Mais lequel domine? C'est le côté, évidemment, par exemple, créateur. Et nous avons tous un côté ruler, un côté leadership chez nous. Lorsque nous avons des enfants et nous sommes en train d'éduquer des enfants, nous sommes en train de maintenir notre présence qui consiste à, évidemment, dominer. Donc, un ruler ou un leader domine, mais il faut redéfinir la domination ou le pouvoir. Il faut redéfinir. J'espère que j'aurai suffisamment le temps de parler de cette histoire de domination telle que Michel Foucault a discuté et que je donnerai mon propre idée par rapport à ce que c'est la domination. La domination qui, à mon avis, a changé le sens au XXIe siècle, qui est différent de domination à l'époque ou de pouvoir à l'époque du XXe. Est-ce qu'on peut dire qu'archétype est ce qui est en caractère? Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions. On va descendre. On va descendre et voir est-ce que nous allons voir le leadership de Barack Obama. Barack Obama. On peut analyser le leadership de Barack Obama. Obama a marqué son histoire et a créé la joie chez beaucoup de gens. Mais moi, j'analyserai Obama dans le cadre des leaders du XXIe siècle. Mais on pourrait discuter et on pourrait effectivement analyser sa présence et la façon dont il a affronté des difficultés aux États-Unis, en Amérique de 2008, puisque c'était quelqu'un qui devait résoudre le problème de 2008, la crise donc financière. Après, à quoi sert aura dans le leadership et comment connaître le sien? Moi, j'ai du mal à dire qu'on peut connaître notre propre aura, parce que la seule façon de se voir, c'est le miroir. Ça, c'est une façon expressive, n'est-ce pas? On peut véritablement se voir. La deuxième façon de se voir, c'est à travers la réaction des autres. C'est que les autres essayent de nous dire ce que nous sommes. Il y a deux façons. Il y en a qui disent véritablement, directement, et il y en a qui ne disent pas véritablement et directement, mais qui nous font comprendre à travers la réaction, à travers le regard, etc., etc. Ainsi, on peut comprendre ce qu'ils pensent par rapport à nous. Dans la psychologie sociale, on dit que souvent, nous fixons notre attitude par rapport au regard et par rapport aux attitudes des autres. Et alors, la question de courage, telle que nous avons discuté tout à l'heure,
c'était de pouvoir dépasser le regard des autres. Voilà le problème. Si on arrive au point de dépasser le regard des autres, c'est-à-dire que nous pouvons être un leader. Qu'est-ce qu'un leader? Leader, c'est la gestion, c'est-à-dire gérer. Pour gérer cette histoire de dépasser le regard des autres, c'est-à-dire pour gérer ce phénomène externe, il faut d'abord gérer soi-même, c'est-à-dire à l'intérieur, gérer soi-même, gérer la personne en elle-même. D'abord soi-même et par la suite le reste, l'extérieur. Donc, leadership, c'est la gestion. Je pense que le terme en français, c'est beaucoup plus expressif que le terme en anglais. Gestion, c'est gérer, mais leader, c'est guide, c'est-à-dire guider, c'est-à-dire guider les autres. Mais gestion, c'est le management, la gestion de soi-même ou la gestion de l'environnement ou des autres. Alors maintenant, évidemment que l'aura, encore une fois, on ne peut pas voir son propre aura, mais on peut voir ou on peut comprendre à travers le regard des autres. Qui sommes-nous? Comment sommes-nous? Ce qui est encore une fois très important, c'est de pouvoir dépasser le regard des autres et dire que je suis tel que je suis et je fonce. Alors, le lien, je vais vous envoyer le lien, le tableau de les tableaux de la reconnaissance ou la renaissance des arts religieux montrent l'aura. D'accord, oui. Oui. Alors, pouvez-nous revenir sur les 4 types de charisme? D'accord, je vais revenir sur les 4 types de charisme. D'accord, pas de problème, il ne faut pas oublier. Je vais donc revenir là-dessus. D'accord. D'accord, je vais revenir là-dessus. Comment reconnaître l'archétype qui est en nous? Ah, ça, c'est une question très... euh, euh, je pense que le temps nous montre, l'expérience nous montre de plus en plus qui sommes-nous et à travers la discussion avec les autres. Je pense que, comme disait Freud, ce qui est très important dans cette affaire, c'est l'expression. Quand Freud disait que tu peux parler du passé, le passé revient à toi et tu peux comme ça modifier des choses, traiter le passé et traiter le mal. De ce type, de cette façon-là, on pourrait effectivement penser au fait que l'expression serait une meilleure façon de connaître qui sommes-nous en réalité. L'expression, c'est-à-dire discussion avec les autres et la réaction des autres et analyser et auto-analyser de façon permanente. Quelle est la véritable marge de manœuvre dont disposent les leaders du monde contemporain? Question très intéressante parce que quelle est la véritable marge de manœuvre dont disposent les leaders du monde contemporain avec les instances supranationales qui existent? Le 20e nous a montré qu'il y a 2 façons de changer des choses. La révolution ou le coup d'État. Et parfois, ces 2 moyens de changer des choses, parce que votre question est très politique, n'est-ce pas? Et vous demandez par rapport aux instances qui existent à l'échelle du monde. Donc, ceux qui obéissent les instances
à l'échelle du monde. Les instances, on sait de quoi on parle. C'est à part ceux qui obéissent. Ceux qui n'obéissent pas et qui veulent changer ces règles font ce changement à travers la révolution, c'est-à-dire à travers un changement radical contre les règlements ou les règles internationales. La deuxième, c'est le coup d'État. La deuxième méthode, c'est le coup d'État. Nous avons aussi constaté qu'à l'époque de la guerre froide, quand il y avait un coup d'État, souvent une partie du monde, c'est-à-dire le côté souvent soviétique, qui soutenait un coup d'État. Là aussi, c'était comme si nous sortons des règles imposées d'un bloc pour tomber dans les règles imposées d'un autre bloc. Donc, c'est encore l'un contre l'autre. Probablement, et sans soutenir idéologiquement, probablement la révolution en Iran était la seule révolution qui était au-delà des blocs soviétiques et des blocs occidentaux. Encore une fois, sans soutenir la révolution ou rejeter la révolution, c'est-à-dire sans vouloir entrer dans le débat politique ou idéologique concernant cette révolution, et uniquement pour rester au niveau d'une analyse historique. Peut-être vous êtes contre, vous êtes pour, ça, ce n'est pas une question de discussion. La question de cette discussion, c'est d'analyser la structure de la révolution. La structure de cette révolution était qu'au début, pas aujourd'hui, mais au début, c'était ni du côté de l'Occident, ni du côté de l'Orient, l'Asie ou la Russie. Au début, c'était donc une révolution donc entre les deux. Mais qu'après, évidemment, que la tendance russe a dominé, un petit peu comme Cuba. Cependant, Cuba avait toujours une tendance vers les soviétiques. Mais c'est après que les soviétiques a pu effectivement prendre les affaires au Cuba en main. C'est après la crise avec Kennedy aux États-Unis. Donc, encore une fois, pour revenir à la question de Nadia Naumann, donc, il faut dire que pratiquement la seule solution que nous avons pour aller au-delà des institutions, c'est évidemment révolution ou coup d'État. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, un régime qui voudrait rester en paix aujourd'hui devrait suivre les règlements internationaux, les règles qui existent depuis quelques époques. Donc, tu ne peux pas briser ça. Si tu veux briser, donc effectivement, tu peux aller au-delà de cela à travers une révolution. Alors, d'autres questions, pouvez-vous prendre un peu de... We think differently.